Merci à toutes et à tous d'être restés donc pour cette troisième et dernière table ronde de la soirée, au cours de laquelle on va parler de cinéma. Donc c'est la dernière table ronde de la soirée, mais la soirée ne s'arrête pas là, bien sûr. Donc restez avec nous pour les 3 super concerts qui vont s'enchaîner peu après. Donc le thème de cette table ronde, c'est donc les villes, la lutte des classes et le cinéma. Donc on va s'intéresser à comment le cinéma représente la ville, comment il le met en scène, quel regard de classe façonne nos imaginaires urbains dans le 7e art. Donc. Moi je m'appelle Sacha, je suis responsable éditorial à Frustration Magazine et je travaille un petit peu dans le milieu du cinéma à côté. Et donc pour discuter de tout ça, je suis très bien entouré puisque je suis avec 2 co-rédacteurs et une co-rédactrice en chef de Frustration Magazine, qui sont aussi 2 très bons amis. Donc Farton Bink à ma droite, tu es donc co-rédactrice en chef, mais tu es aussi la vidéaste de Frustration Magazine. Et dans le nouveau magazine de 2026, tu es l'autrice d'un dossier qui s'appelle Cartographie de la peur, où tu t'intéresses au cinéma de genre et à la ville et à la ville. Donc ils sont en rapport à la ville et comment tout ça s'articule dans la mise en scène du cinéma de genre. Et à ma gauche, Rob Grams, tu es aussi co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, et tu es l'auteur qu'il est sorti la semaine dernière, ton tout premier livre qui s'intitule Bourgeois Gaze, la domination de classe au cinéma, qui est sorti aux éditions Les Liens qui Libèrent, dans la collection que nous coéditons avec les super éditeurs Les Liens qui Libèrent, éditeurs indépendants. Et donc dans ton livre, Rob, tu expliques que le regard bourgeois se manifeste aussi par un fort parisianisme, et donc un mépris sous-jacent de la province et de la ruralité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, bon, très rapidement, du coup, le bourgeois gaze, du coup, le regard bourgeois, c'est évidemment inspiré du male gaze, qui avait été théorisé par Laura Mulvey en 1975 et qui expliquait que dans le cinéma, il y a une objectification des personnages féminins, de la femme en général. Et donc moi, j'ai repris le concept pour m'intéresser Enfin, là, elle s'intéressait aux biais de genre, et moi, j'essaie de voir qu'il y avait des biais sociaux, des biais de classe aussi dans ces représentations. Je l'ai d'abord développé dans plusieurs articles de Frustration et maintenant dans un livre. Et moi, je le définis comme la manière dont, dans de larges pans du cinéma, le monde social est perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie. Et pour faire le lien avec le thème, ça passe aussi par un certain rapport à la ville, un certain rapport à la ruralité, un certain rapport à Paris. Et malheureusement, beaucoup des clichés qu'on peut avoir sur notamment le cinéma français, quand on regarde dans le détail, s'avère vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup appuyé sur une étude du collectif 50-50, qui travaille beaucoup sur les questions d'inclusivité dans le cinéma. Et cette étude, elle s'appelait « Keep Up le cinéma français ». Et il constatait que, en fait, la majorité des films français se déroulent à Paris. Et en fait, ils constataient aussi que c'était pas dans n'importe quel Paris. C'est-à-dire, ils ont une phrase qui est très bonne, qui est que l'imaginaire géographique est aussi un imaginaire social. Autrement dit, quand on voit Paris dans le cinéma, c'est très souvent le Paris bourgeois. La ruralité, elle est assez absente. Les autres villes qui ne sont pas Paris, donc la province, en fait, est aussi elle très minoritaire. Par exemple, Marseille, 2e ville de France, plus de presque 1 million d'habitants. Bah, c'est 3% des films qui se passent à Marseille. Les territoires ultramarins, n'en parlons pas, ils sont quasiment inexistants. Ça se voit aussi dans la production, c'est-à-dire que 50% des films sont tournés en Île-de-France. Parfois, quand c'est ailleurs, c'est pour reproduire Paris à moindre coût. Et évidemment, ça a des explications sociales, sociologiques. C'est que aujourd'hui, 70% des entreprises audiovisuelles, même pas de production de long métrage en général, sont situées à Paris. Et 83% des salariés de l'audiovisuel sont aussi situés à Paris. Donc on voit que ça a des implications de ce côté-là. J'en profite d'ailleurs pour parler d'un papier que j'ai pas écrit, mais qui est dans le numéro papier, qui est un article d'Emma Conquet, qui est une journaliste spécialisée sur les questions de ruralité, et qui a qui a conceptualisé, elle, le urban gaze, qui, je pense, cohabite très bien avec le bourgeois gaze. Elle l'applique beaucoup aux représentations médiatiques, mais pareil, ça s'applique très bien au cinéma. Carrément, c'est des choses qui s'articulent très bien ensemble, du coup, dans l'analyse et dans la méthodologie qui a été la vôtre et la tienne. Et donc, je me tourne vers toi, Farton, pour parler de ton travail dans le numéro papier à propos de tout ça. Donc toi, tu t'es intéressé à la ville, donc on le rappelle, dans le cinéma de genre, où tu vas nous en parler un petit peu et le définir un peu. Et donc tu t'intéresses à comment est-ce que l'horreur prend forme
dans la ville, comment est-ce qu'elle s'incarne quand le cinéma de genre se passe en ville. Tu parles notamment des grands ensembles, des mégalopoles, puis des villes abandonnées, je crois. Tu parles de beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc moi, je vais commencer par définir un peu peut-être le cinéma de genre. Pour moi, le cinéma de genre, c'est un cinéma qui est extrêmement codifié, où on repère directement en fait les codes du genre qui est le genre du film, à savoir les codes de l'horreur, les codes du western, les codes de multiples facettes en fait cinématographiques des films. Donc en fait moi dans le cinéma de genre, je me suis surtout intéressée à l'horreur, et en fait je me suis intéressée à qu'est-ce qui fait peur aux gens en ville, qu'est-ce qu'on va choisir de montrer de la ville, qu'est-ce qu'on va choisir de ne pas montrer de la ville, qu'est-ce qui va être rassurant, qu'est-ce qui va être angoissant. Et puis le lien social. En fait, les films d'horreur parlent en sous-texte de beaucoup de choses, et c'est de ça que je voulais parler. Les films d'horreur produisent un espèce de lien social avec le public, et ça passe par les thématiques qui sont abordées dans le magazine, donc la ville. Quels éléments de la ville font peur? Alors dans le dossier ciné que je propose dans cette édition 2026 de Frustration Magazine, j'ai proposé 3 grosses analyses. Une sur Candyman, donc les grands ensembles. Le premier Candyman, je précise, il y a un reboot qui est sorti il y a très peu de temps, il y a 2 ans je crois. Je parle aussi dans une grande analyse de Parasite, la différence de niveau, et quand je dis niveau, je parle formellement comme sur le fond des habitations. Les riches vivent au sommet. Il y a énormément de plans où on voit les personnages monter pour accéder à l'habitation de la famille riche dans Parasite, et on descend quand littéralement on descend plus bas que terre. Donc je nous montre ce qui s'appelle des banjias. Ce sont ces logements qui sont quasi souterrains. Ça n'est pas agréable parce que vous êtes les premiers, ce sont les premiers en fait, les personnages qui vivent dans ces logements-là, les banjias, sont les premiers à être exposés aux catastrophes naturelles, au changement climatique, donc à savoir des pluies intenses, donc des inondations intenses. Je me suis aussi intéressée dans une 3e partie à Seven, parce que Seven, donc un film qui est assez dur, si vous l'avez pas vu, je vous recommande de vous accrocher, ou je vous trigger warning avant de vous proposer le film concrètement. Seven se passe dans une ville qui n'est jamais nommée pendant le film, et qui représente en fait cette universalité de ville crasseuse où toutes sortes d'horreurs pourraient se produire. Donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est comment on représente la ville et les espaces urbains ou d'habitation. Je me suis aussi intéressée à La Colline à des yeux, parce qu'en fait, La Colline à des yeux est un film qui prend place dans une zone délaissée par la ville, dans le sens où on a essayé de créer des grandes zones industrielles dans ces recoins abandonnés de l'Amérique, et qu'on les a laissés pour compte, et les habitants aussi, toutes les personnes qui travaillaient dans les industries de ces espaces-là. Ça m'a intéressé de voir en quoi ça faisait peur. Et ce qui m'a définitivement vraiment intéressé avec ce dossier, c'est vraiment où se situe la peur par rapport aux environnements qu'on fréquente tous les jours. Est-ce que la peur vient de pharmacies, d'endroits qu'on fréquente tous les jours? Tout ça m'a beaucoup intéressé dans ce dossier, et c'est ce que je voulais documenter du coup dans l'article. Je te laisse enchaîner du coup pour Parasite. Ouais, du coup, moi, évidemment, ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte d'hégémonie de ce regard bourgeois. Pour autant, bien sûr, il y a toujours eu des regards alternatifs, il y en a encore aujourd'hui. Donc, j'essaie de dessiner dans le livre quelques pistes, qui ont déjà été explorées plein de fois. Tout d'abord, des cinéastes qui ont un rapport très critique à la bourgeoisie et au capitalisme. Ensuite, il y en a d'autres qui essaient d'avoir un rapport de réalisme, de documenter, de s'intéresser à la vie des travailleurs, à la vie des classes populaires, à la vie des classes moyennes. Ensuite, il y a des gens qui essaient juste d'investir d'autres espaces sociaux, géographiques, c'est-à-dire, l'histoire se déroule en banlieue, elle se déroule dans la ruralité, elle se déroule parmi les travailleurs, mais c'est pas forcément l'objet, c'est pas forcément du cinéma social pour autant, juste on normalise le fait que le cinéma parle aussi de nos vies, quoi. Ensuite, il y a un cinéma que je qualifie un peu de populiste, pas dans un sens péjoratif, mais qui essaie d'héroïser les travailleurs, qui essaye d'héroïser les classes populaires. Là, je pense à des films comme Logan Lucky, comme À Discount de Louis-Julien Petit, qui mettait en scène un peu vraiment à la manière d'un thriller, une lutte de salariés d'un supermarché. Je pense aussi, par exemple, à un autre film de Bong Joon-ho qui est Snowpiercer, un autre film qu'on aime beaucoup à
à Frustration, que je vais d'ailleurs présenter à Sante, si jamais il y a des Santais dans la salle, mais il y en a quelques-uns, le 9 mars. Et moi, du coup, Parasite, je le situe par exemple un peu dans la première démarche, parce que Bong Joon-ho, c'est un réalisateur qui est ouvertement anticapitaliste, qui le dit à bon entendeur. Et un autre point que je trouve intéressant, c'est que c'est un film coréen, assez long, d'auteur, entre les deux, disons. Normalement, c'est pas censé être un énorme succès populaire, c'est une Palme d'Or et tout. Et ben en fait, ça l'a été. Ça a été le plus gros succès pour une Palme d'Or depuis Pulp Fiction. Ce qui me semble montrer qu'il y a un attrait quand même pour un cinéma assez radical, un cinéma critique, un cinéma qui malgré qu'il se passe dans un autre continent, en fait, résonne à travers la question de la lutte des classes. Carrément. Donc une dernière question un peu générale pour l'un et l'autre. C'est du coup, à partir de vos analyses respectives sur tout ça, dans ton livre Rob et dans ton dossier Farton, puis dans vos articles à l'un et à l'autre en fait dans le magazine, est-ce qu'il vous vient du coup sur ces sujets-là des idées ou des propositions peut-être pour sortir du bourgeois gaze pour toi, Rob, ou plus généralement pour bien filmer la ville au regard de toutes ces questions à partir de ton travail, Farton? Comme je vous disais, moi je me suis beaucoup attardée sur le premier Candyman, qui est un film que j'adore. Il met en scène une sorte d'horreur d'horreur sociale qui viendrait des grands ensembles, qui viendrait des personnes qui peuplent ces grands ensembles. Donc c'est une thésarde en sociologie qui va documenter la vie de Cabrini Green, qui est un quartier populaire. Et elle découvre qu'en fait dans ce quartier, il y aurait une légende, celle du Candyman, qui aurait été un homme, un ancien esclave doué du don de la peinture, à qui on aurait commandé le portrait d'une jeune femme de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie de l'époque, et qui se serait entiché de cette femme, et cette femme entichée de lui, chose que le père de la femme aurait découvert et aurait fini par enduire Candyman, qui, je le répète, est un ancien esclave noir, enduit de miel, puis lâcher une ruche d'abeilles dessus. Et ce personnage reviendrait hanter une cité en particulier, la cité de Cabrini Green. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est comment on représente déjà le fantasme bourgeois de ces grands ensembles, comment on représente ces banlieues soi-disant, ces banlieues austères états-uniennes, et comment en fait on y instaure un climat de peur. Et en fait, ce climat de peur, quand on cherche un peu, c'est la bourgeoisie qui a peur d'un spectre de l'esclavagisme, d'un spectre du colonialisme. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et comment ce spectre-là, il ne peut renaître de ses cendres que dans des grands ensembles comme ça. Et quand je parle de grands ensembles, je parle de, comme le disait Camille, de quartiers, de cités, des phrases et des expressions pas finies des bourgeois. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir la différence en fait avec le nouveau Candyman. Donc il y a 2-3 ans, on nous a proposé un nouveau Candyman qui était très intéressant, donc dans toute la lignée de ce qui a été fait récemment sur les films d'horreur qui mettent en scène des personnages noirs. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on avait déplacé l'horreur. Quel était l'ajustement dans le temps, dans la durée, dans les contextes politiques qu'on connaît, du déplacement de l'horreur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le premier film, on nous parle de ce spectre du colonialisme, de l'esclavagisme. Et dans le second film, on va nous présenter un héros bourgeois, noir, arty, qui serait du coup possédé très doucement par cette violence du Candyman, cet instinct revanchard. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est vraiment de voir qu'on a eu un déplacement. On a eu un déplacement entre cet esprit revanchard dans le premier Candyman, et maintenant, en fait, on a un déplacement de l'horreur vers le fait qu'un personnage soit absorbé par une logique capitaliste et néolibérale. Comment ce personnage-là,
du Candyman, qui était censé représenter toute cette haine, tout ce côté je reprends ce qui m'appartient, j'occupe des espaces. En fait, maintenant, elle a été transférée vers le monstre néolibéral capitaliste qui absorberait les individus, qui absorberait les causes. Je me dis, en fait, ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est que le capitalisme a ce don vraiment de pouvoir absorber, d'ingérer. En fait, je sais pas si vous l'avez déjà senti dans plein de trucs. Des fois, on écoute un truc, des fois, on entend des trucs, et d'un coup, là, on sent que le capitalisme l'absorbe. Alors, c'est pas du gatekeeping, c'est pas de dire moi, j'écoutais avant, ou moi, je connais mieux, ou machin. C'est plus de dire tiens, là, on commence à monétiser sur ça, on commence à nous prendre ça, on commence à l'exploiter différemment, ça commence à être porté par d'autres individus. Et ça m'a intéressé de voir qu'aujourd'hui, le point de peur s'est déplacé à l'appropriation. En fait, ce monstre capitaliste, on parle de film d'horreur, ce monstre capitaliste qui a la faculté vraiment de tout absorber devant lui. Ça, donc les bons films d'horreur sont les films d'horreur où ce qui fait peur, c'est le capitalisme. Ouais. Grave. Et, je me tourne vers toi, Rob, aussi, donc par rapport à ce que tu as analysé, toi, dans tous tes travaux aussi, si tu avais des idées pour comment échapper, sortir, fuir de ce regard bourgeois. Comme on l'a dit, en fait, dans le cinéma français, ça se passe beaucoup à Paris. Mais déjà, quand ça se passe à Paris, on pourrait essayer de filmer un autre Paris, parce que bien sûr, il y a plein de Paris différents. Et on l'a dit, il y a une surreprésentation du Paris bourgeois. Donc il y a déjà des cinéastes qui le font. Hein. Il y avait, je pense par exemple au film Rengaine. Il y a 2 films aussi que j'aime bien mettre un peu en opposition, qui parlent tous les deux d'un Paris qui serait en train de disparaître. Il y a Adieu Paris d'Edouard Baird. Ça, moi, je suis plutôt content que ce Paris-là disparaisse. Donc, c'est les gros gueuletons au Café de Flore, enfin, Closerie des Lilas, les mecs comme ça complètement bourrés qui draguent les serveuses et tout. Ils sont là, ce Paris-là est en train de mourir et tout, c'est terrible. Et il y a les derniers Parisiens qui, lui, s'intéressent au Paris immigré, au Paris populaire de Pigalle. Voilà, donc ça, c'est un autre geste. Voilà, déjà s'intéresser à d'autres Paris quand on filme Paris. Ensuite, clairement, il faut déparisianiser. C'est pas normal cet extrême sans parisianisme qui est reflet de la structure de pouvoir en France. Hein, voilà. Il y a quand même des initiatives, il y a des écoles de ciné qui se font ailleurs, comme la Cinéfabrique, ce genre de choses. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez symptomatique, qui concerne plus l'habitat que la ville en elle-même, mais une des manifestations les plus évidentes du regard bourgeois, c'est la surreprésentation d'habitats extrêmement bourgeois, extrêmement luxueux. C'est pas forcément gênant, mais en tout cas, ce qui frappe beaucoup souvent, c'est le décalage quand un film essaie de situer socialement ses personnages et le décalage avec là où ils habitent. Il y a des séries américaines qui font ça, Friends, Gossip Girl, le pauvre de la série, il vit dans un loft à Manhattan, pareil, on se dit c'est bizarre. Je pense à LOL, le film d'une génération, alors ça touchait à plein de trucs justes, mais par contre... pas l'appartement sur 3 étages à Paris, pareil, c'était pas l'habitat de toute une génération. Dans le livre, je cite 2 films qui mettent en scène des femmes prolétaires, Flashdance et Stigmata, notamment sur suggestion de Farton, et les 2, elles vivent dans des immenses lofts à Pittsburgh. J'ai regardé leur salaire, il y en a une qui est coiffeuse, il y en a une qui bosse dans la sidérurgie. J'ai regardé, ça serait 70% de leur salaire, en gros, même à l'époque. Et enfin, même quand on parle de ruralité, en ce moment, il y a une nouvelle vague un peu de cinéma qui s'intéresse quand même à la ruralité, il faut quand même le souligner. Mais ça, j'en discutais avec le journaliste du Monde Magazine qui est en train de faire un dossier là-dessus. Il y a une surreprésentation, en fait, de la petite exploitation de fermiers blancs. Donc, c'est une réalité aussi. Mais il y a une autre réalité qu'on voit jamais sur la ruralité, c'est qui est quand même la dominante dans l'agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire l'immense exploitation avec des tas d'ouvriers agricoles, très souvent immigrés, voire des fois sans papier. Et ça, par exemple, c'est des choses, à ma connaissance, qu'on voit extrêmement rarement au cinéma, alors que, à mon avis, ces vies aussi méritent d'être racontées, d'être vues. Il y a largement de quoi faire. Voilà. Donc moi, c'est les petites réflexions que j'ai par rapport à l'articulation entre le regard bourgeois, la ville, la ruralité et puis la banlieue. Carrément, et ça fait déjà un certain nombre de pistes. Et puis, merci beaucoup à tous les deux, en fait, parce que je pense qu'on va libérer la scène maintenant pour les artistes. Ouais. Et merci à vous tous et toutes. Merci à vous.